Le podcast de la CIPRA. Der CIPRA Podcast. Il podcast della CIPRA. CIPRIM Podcast. Des interviews, des entretiens de fond et des voix, issues de tous les pays alpins. Tout cela et bien plus à entendre dans le podcast de la Commission internationale pour la protection des Alpes. cipra.org/podcast. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le podcast de la CIPRA. Ce podcast est produit dans le cadre du projet Via Alpina Youth et je vous parlerai de l'inclusion en montagne, des jeunes en difficulté qui le découvrent et de ce que ça peut leur apporter. Je suis Sophie de CIPRA International et j'ai appris le suivant en faisant un stage d'observation chez l'association En passant par la montagne à Chamonix. Damien Urbain y travaille depuis 4 ans. Auparavant, il a été éducateur dans un service de prévention spécialisé pour les jeunes en risque de marginalisation. À côté de ça, il a une vraie passion pour la montagne et donc son métier actuel lui permet d'allier ses connaissances professionnelles envers le public et sa passion pour la montagne. Il m'a parlé de l'association, de leur travail et des activités qu'ils font. En passant par la montagne existe depuis 1995. Elle avait été créée par un grand alpiniste qui s'appelle Marc Battard, qui avait lui pour objectif d'utiliser la montagne pour des jeunes qui venaient de quartiers difficiles, parce que lui, il considérait que quand il était plus jeune, la montagne l'avait un peu sauvé des difficultés, donc il voulait en faire profiter les plus jeunes, et il allait chercher des jeunes dans les quartiers ou dans les foyers, et il les emmenait en haute montagne. Et depuis, l'association elle a évolué. Aujourd'hui, on travaille avec tout type de public qui connaît un peu des difficultés ou des fragilités, que ce soit dans le handicap, dans la délinquance ou les personnes qui sont au foyer de l'aide sociale à l'enfance. Et on propose différentes activités, l'idée étant que ce qu'on vit en montagne, ce qu'on éprouve, ça peut nous servir dans la vie en fait. Et que la montagne est un formidable outil éducatif pour les structures sociales avec lesquelles on travaille. Ces outils-là, en fait, nous, quand des structures travaillent avec nous, l'idée c'est qu'elles aient des objectifs éducatifs et nous on propose des activités de montagne en rapport avec ces objectifs éducatifs. Et du coup, les structures viennent, c'est toujours des jeunes ou des jeunes adultes ou des enfants accompagnés par des éducateurs. Comme ça, ils peuvent travailler le lien éducatif avec eux et nous, on les accompagne dans toutes les activités en mettant à leur disposition des professionnels de la montagne, du matériel, toutes nos infrastructures et tout notre savoir-faire. Mesdames et messieurs, nous arrivons à Vernaya. Je mets une 60aine d'années pour arriver sous le mont Envers. Les étés de plus en plus chauds me font transpirer. À Chamonix, mes collègues et moi avons participé à une excursion sur le fameux glacier Mer des Glaces, qui raconte son histoire impressionnante dans un musée sur le mont Envers. Nous y sommes rendus avec l'historique train du mont Envers et nous avons accompagné un groupe de jeunes autistes provenant de la région parisienne avec leur éducateur et éducatrice, Boris, le guide de montagne, et Clotilde, la chargée du projet. Avant de partir, Damien nous avait expliqué les potentiels éducatifs des montagnes. Alors la montagne, elle a plusieurs intérêts pour nous au niveau éducatif. Déjà la montagne, elle impose un cadre qui est de fait, c'est-à-dire que quand on est en montagne, on suit des règles qui ne dépendent pas de l'humain. Et du coup, tout le monde est obligé de se plier à ces règles. Par exemple, les questions de météo notamment, où à un moment donné, même si on a envie d'aller à un sommet, on ne peut pas y aller parce que c'est trop dangereux. Et ça apprend un petit peu à respecter les règles. Elle apporte aussi quelque chose autour de la découverte et de l'émerveillement. Parce que des fois, on se rend compte que les gens, ils ne savent plus trop ou ont perdu l'habitude d'observer et de s'émerveiller de ce qui les entoure. Et ça, c'est quelque chose aussi de très important, même dans la vie pour tout le monde. Et après, elle permet aussi de travailler sur les rapports entre les gens, parce qu'en montagne, on a besoin d'être solidaire, on a besoin d'être avec les autres, on ne peut pas être tout seul. Il y en a qui sont tout seuls, mais c'est un autre sport. Mais voilà, cette idée que ça apporte de la solidarité et de l'entraide, et du coup de la confiance.
Ouais, et ça, c'est des choses aussi qui peuvent, avec les gens avec qui on travaille, qui ont eu des parcours de vie difficiles, la confiance en soi, la confiance aux autres, eh ben, c'est souvent un peu abîmé. Et avec la montagne, on peut essayer de réparer un petit peu ça. On est en train de faire une randonnée au-dessus du train du Montanvert. On est en train d'aller en raquette au point qui s'appelle le Signal. Donc c'est quelques centaines de mètres de dénivelé au-dessus de la station du train. Là, les bruits qu'on entend derrière nous, c'est la moraine du glacier. Le glacier a beaucoup diminué en épaisseur depuis ces dernières années. Et du coup, les falaises, les bords des falaises sur lesquels il était, elles s'écroulent petit à petit. Donc on entend toute la journée, dès qu'il commence à faire chaud, et même parfois la nuit, des chutes de pierres. Clotilde est chargée de projet chez En passant par la montagne et avec Boris, le guide, il a encadré cette journée. Elle nous décrit le décor de l'excursion. En face de nous, on voit les Drues. Les Drues, c'est une première montagne et après, quand ça continue, on arrive sur l'Aiguille Verte. Et on voit qu'il y a une couleur différente sur la montagne des Drues parce qu'il y a eu un gros éboulement de la falaise il y a quelques années. Sur cette montagne. Et c'est une montagne très connue pour les alpinistes, pour son ascension en escalade. Après la randonnée en raquette, les jeunes se sont bien amusés en faisant une bataille de boules de neige. J'ai profité de l'occasion pour parler avec deux jeunes du groupe et leur éducateur, Jonathan. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Yolanda. Et comment t'as aimé les activités hier et aujourd'hui ? Bien, c'était cool. J'ai beaucoup aimé hier. Avec le chien de traîneau. Et qu'est-ce que vous avez fait d'autre ? Les raquettes, c'est hier après-midi ça. Et comment tu te sens par rapport à la neige ? T'as bien aimé la neige ici ? C'était cool, j'ai beaucoup aimé. Trop bien, merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonjour, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Jean. Et toi, comment t'as aimé l'expérience, les activités ici ? Super. Hier, on était allé faire du chien de traîneau, de la luge et on a été se promener en raquette. Trop bien. Et puis aujourd'hui, on a été visiter la mer des Glaces. Il faisait froid là-dedans ? Oui. Et c'était laquelle ton activité préférée d'ici ? De la luge. La luge ? C'est rigolo ? Oui. Bonjour Jonathan, Salut. Chouette d'être ici. Vous avez fait ces activités En passant par la montagne et ici dans le sud de la France, dans les Alpes. Pourquoi vous avez choisi de venir ici depuis Paris ? Parce qu'on avait déjà 3 jeunes sur le groupe qui étaient jamais partis à la montagne. Donc ils connaissaient pas les grandes neiges, la mer de glace qu'on a découvert aujourd'hui, tout ça ils avaient jamais vu. Donc déjà pour elle, et puis les 2 autres ils adorent ça, donc comme ça tout le monde était content. Et voilà. Trop bien. Et hier soir, le groupe, comment c'était les vibes ? Ils étaient fatigués, ils ont bien aimé. Comment t'as aperçu ça ? Ouais. Alors ils sont tous super contents, mais par contre très crevés effectivement. Quand on est rentré hier, on a dû arriver vers 18h30 au logement et ça, c'était déjà bien fatigué. Vers 20h, 20h30, il n'y avait plus personne. Donc surtout qu'on a des jeunes qui sont bien dynamiques et quand on les voit dans cet état-là, on se dit qu'on a bien fait. On a fait une bonne journée sportive. Je vous présente aussi Boris Fournier, qui, en tant qu'accompagnateur en montagne, a mené notre groupe aujourd'hui. Il m'a raconté comment s'est passée la journée et ce qui est important pour lui dans des journées pareilles. Le plus important, c'est la relation avec le groupe qu'on emmène. Donc on a de la chance parce que déjà il fait beau, mais ça c'est le petit plus. Mais le plus important, c'est la relation avec le groupe qu'on emmène. Et là, les jeunes sont super motivés, super dynamiques. Ils sont contents d'être là. Ils sont bavards, ils apprécient la journée. Donc ça, c'est la meilleure expérience qu'on puisse vivre. Et pour nous, en tant qu'encadrants, et pour eux, de voir qu'ils ont des étoiles dans les yeux quand
quand ils mettent les pieds dans la neige et qu'ils voient le glacier, c'est super chouette. Comme je maigris, je ne suis plus assez rapide pour évacuer mes débris rocheux ressortis par la fonte. Cependant, ma glace reste pure et turquoise dans ma grotte. J'y conserve de l'air datant de la première ascension du Mont Blanc en 1786. Oui, je me souviens de tout, et tout ce que je prends, je le rends. Après l'excursion, de retour au bureau, je me suis posé plusieurs questions sur le fonctionnement de l'association. J'ai eu de la chance parce que Damien était encore là en train de travailler. Du coup, je les ai tout de suite transférés à lui. Comment approchez-vous les groupes marginalisés ou en difficulté sociale qui vivent dans des villes de montagne mais n'ont pas accès à la montagne pour des raisons sociales, culturelles ou économiques ? Alors nous, on travaille en partenariat avec des établissements sociaux de Haute-Savoie notamment, ou de Savoie, pour monter des projets d'activité montagne, mais on a aussi un autre moyen pour essayer de faire vraiment rendre la montagne accessible pour les personnes qui vivent dans les quartiers des communes de montagne, des villes de montagne, et qui ne vont pas en montagne pour des raisons sociales, économiques, culturelles. L'idée est d'abord d'amener les activités de montagne dans les quartiers pour après pouvoir en sortir et faire en sorte que les gens se disent « Ah bah si, peut-être qu'en fait la montagne je peux y aller, c'est à côté de chez moi, c'est sympa, donc pourquoi pas ». Donc on a monté un projet depuis 4 ans maintenant qui s'appelle La Montagne prend ses quartiers, où l'idée c'est ça, c'est d'abord d'aller dans les quartiers avec des activités type course d'orientation. On fait aussi une fresque collective sur le thème de la montagne et des quartiers avec les jeunes. Et après on organise une grande fête de quartier autour du thème de la montagne, au milieu du quartier avec... on amène des murs d'escalade, on fait des descentes en rappel des bâtiments, des spectacles, tout ça autour de la montagne, pour après commencer à sortir en proposant aux familles des quartiers une journée escalade ou randonnée à l'extérieur, et finir par 2 jours en haute montagne pour une vingtaine de jeunes du quartier, pour leur faire découvrir ce que c'est que la haute montagne ou la moyenne montagne suivant où on va. L'idée étant vraiment de travailler avec les partenaires locaux, pour que déjà on puisse entrer dans les quartiers sans que ce soit un problème, parce que nous on ne connaît pas les gens dans les quartiers, mais on travaille avec des gens qui les connaissent, notamment les éducateurs de prévention spécialisés ou les services jeunesse, et eux apportent la légitimité au projet et permettent qu'on ait ces jeunes directement avec les éducateurs qui travaillent dans les quartiers pour venir avec nous. Et suite à ça, après, on se rend compte qu'il y a des petits groupes montagnes qui se créent dans certaines communes où on est intervenu, ou même des groupes de mamans qui n'osaient pas faire d'activités, qui nous ont demandé après de refaire des activités escalades, etc. Donc ça, c'est un outil qu'on utilise et qu'on aime beaucoup. Comment préparez-vous les groupes cibles aux activités dans les montagnes ? Alors on essaie, nous, quand on monte des projets, on essaye d'avoir entre 4 et 5 mois de préparation. Déjà pour tout ce qui est logistique, parce qu'en fait il y a toute une préparation. Moi, mon rôle en tant que chef de projet, c'est de créer un devis avec les activités demandées par rapport aux objectifs éducatifs. À partir du moment où le devis est accepté, on a tout un travail nous de recherche, d'hébergement, de professionnels, etc. Et en même temps, à côté de ça, on demande un peu au groupe de se préparer physiquement, sans que ce soit excessif, mais juste pour les habituer à, par exemple, des efforts longs, si on va faire de la randonnée. Et on essaye aussi de commencer à leur donner des idées sur ce qu'ils vont faire. Et moi, je me rends, par exemple, je vais travailler avec une structure qui est sur Paris, et je vais me rendre dans la structure 15 jours avant le projet pour leur présenter aux éducateurs et aux jeunes, pour qu'ils commencent à se préparer mentalement à ce qu'ils vont vivre. Et aussi pouvoir éviter les choses sur place qui risqueraient de les perturber. Par exemple, expliquer que dans un refuge, il n'y a pas forcément de douche, ou que le réseau de téléphone ne passe pas partout. Tout ça, il y a besoin de les préparer, et ça permet d'enlever du stress et des difficultés au moment du séjour. Comment assurez-vous la sécurité des participants pendant les activités, et spécialement quand il s'agit de personnes qui ne l'ont jamais fait ou avec des handicaps ? Alors nous, déjà, on travaille avec un réseau de professionnels de la montagne, c'est-à-dire que dans un projet, il y a autour du groupe cible, il y a les éducateurs, le chef de projet de l'association qui lui est dans l'organisation,
et des professionnels en montagne adaptés aux activités. Donc on travaille avec des guides de haute montagne beaucoup, des accompagnateurs en moyenne montagne, des moniteurs d'escalade, de VTT, de ski, qui eux sont en charge de la sécurité et du cadre des activités. Et aussi on adapte vraiment au public. On ne va pas faire la même chose si on sait que sur un tel public ils ont déjà fait plusieurs séances d'escalade que si c'est vraiment de la découverte. On est vraiment sur de l'adaptation. On ne fixe pas d'objectif au départ, en tout cas pas d'objectif type sommet. On se dit on va monter à ce refuge et on voit comment ça se passe et après on adapte au groupe pour qu'il y ait des questions de sécurité mais aussi de confiance et de mise en situation de réussite. Parce que c'est des publics qui souvent ont connu l'échec dans leur vie, que ce soit au niveau scolaire, au niveau personnel, dans les familles. Et là, l'idée, c'est de ne pas les remettre dans cette situation d'échec. C'est pour ça qu'on ne vise pas trop haut, on fait des choses simples pour qu'ils aient un sentiment de réussite. Quels aspects de votre travail sont particulièrement exigeants ? Ce qui est exigeant, c'est de tenir notre méthodologie jusqu'au bout. C'est-à-dire que, comme je le disais avant, on prévoit entre 4 et 5 mois avant le projet pour toute la préparation. Ensuite, il y a le projet et il y a l'après-projet, où là, il y a les bilans, etc. Et c'est difficile parce que souvent, on a des périodes où il y a beaucoup de projets qui s'enchaînent, par exemple l'hiver ou au mois de juin. Et des fois, l'enchaînement des projets fait qu'on peut oublier certains aspects de la méthodologie. Or, nous, c'est vraiment notre marque de fabrique, cette méthodologie, parce que l'idée, c'est pas juste que les gens viennent en vacances en montagne. S'ils viennent en séjour en passant par la montagne, c'est parce qu'ils savent que derrière, il y a un lien avec ce qu'ils font au niveau éducatif. Donc, ce qui est difficile, c'est de bien maintenir ça tout le long. Okay. Donc, quand tu parles de méthodologie, il s'agit de la préparation, comment le faire, ou tu peux expliquer vite fait La méthodologie, donc c'est vraiment, c'est comment ça va se passer du premier appel de la structure sociale jusqu'au bilan final. Et nous, on a tout un fonctionnement pour que ça se passe de la meilleure des façons. L'idée, c'est qu'au départ, on travaille sur les objectifs éducatifs de la structure sociale qu'on accompagne. Ces objectifs éducatifs vont nous donner des idées d'activités de montagne. Si je donne un exemple, par exemple, si on veut travailler sur la cohésion de groupe et sur le faire ensemble, eh bien, on va proposer de partir en itinérance autonome avec des ânes et des tipis. Où là, il faut que tout le groupe participe pour aller chercher de l'eau, faire du feu, faire à manger, etc. Voilà, ça c'est un exemple d'objectif par rapport à d'activité par rapport à un objectif. Donc ça, tout ce travail-là qui va se faire, il suit une méthodologie. Donc on fait les devis. On réfléchit aux activités. Quand on a retrouvé les activités, on cherche les professionnels qui vont encadrer, parce que nous, on a un réseau de professionnels avec qui on travaille, qui ont envie de travailler avec nous, mais on sait que certains professionnels travaillent plus facilement avec les personnes en situation de handicap ou avec les jeunes qui sont suivis par la protection judiciaire de la jeunesse. On trouve les professionnels, on trouve les hébergements, on fait toute l'organisation, on va rencontrer les jeunes. Ça, c'est indispensable avant le projet. Durant le projet, pareil, on a toute une méthodologie de briefing, débriefing tous les jours, de bilans de finaux, etc. et de pouvoir aussi se réadapter si besoin. On a un bilan final qu'on appelle un bilan à chaud, c'est-à-dire suite au séjour, qu'est-ce que les jeunes ont vécu, comment ils ont trouvé. Et on refait un mois après un bilan à froid pour essayer de voir avec les éducateurs qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme changement chez les jeunes, est-ce que ça a apporté ou pas, est-ce qu'ils y ont eu un intérêt ou pas. Et là, vraiment, on arrive au bout de notre méthodologie. Et c'est ces temps-là qui sont des fois un peu difficiles parce que les éducateurs, quand ils retournent avec les personnes accompagnées sur leur vie quotidienne, ils passent à autre chose. Donc nous, il faut qu'on soit un peu insistant pour arriver à avoir ce temps final. Quelle est la partie de ton travail quotidien que tu préfères et pourquoi ? Ce que je préfère, c'est quand je suis sur le terrain avec les groupes, parce que c'est l'aboutissement d'un tout un travail de réflexion, un travail administratif. Et quand on est sur le terrain et qu'on arrive à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés, c'est réconfortant et c'est rassurant pour nous. Mais c'est pas que ça en fait. Ce qui est chouette, c'est de voir ce que vivent les gens à ce moment-là, ce qu'ils ressentent. Cette idée de transmission aussi qu'on peut avoir nous ou les guides envers les jeunes, mais ce que les jeunes aussi nous apportent à nous.
Parce que des fois, voilà, nous on vit en montagne, il y a des choses auxquelles on est habitué, et des fois on ne se rend pas compte de ce que ça apporte aux gens, ce que ça leur fait vivre, que ce soit en termes bénéfiques, mais aussi en termes de stress, de difficultés, des choses qui pour nous paraissent relativement simples et anodines, pour eux sont énormes, et déjà d'arriver à passer ce pas-là, c'est pas facile. Donc ça nous remet un petit peu nous aussi en question, et c'est chouette. Et puis de voir qu'en fait beaucoup de jeunes qui pensaient ne pas réussir, ne pas y arriver, ne pas être capables, se rendre compte d'eux-mêmes en fait que si. En fait, il suffit à un moment donné d'un petit peu de volonté, de croire en soi, d'avoir confiance aux autres pour pouvoir dépasser ses limites, aller un petit peu plus loin, dépasser ses peurs. Et ça c'est très valorisant, et ça fait plaisir de voir que les gens vont vers un mieux-être en fait. Donc c'est vraiment quand on est sur le terrain avec les gens. Quoi ou qui t'a personnellement le plus surpris au cours de tes activités en montagne jusqu'au présent ? Moi je suis toujours très admiratif quand on fait des activités avec des personnes en situation de handicap assez difficile. Par exemple, on a travaillé avec une association qui s'appelle Synapse, qui s'occupe de personnes cérébro-lésées, qui ont eu des accidents, petits accidents de voiture, etc. Et donc, par exemple, des personnes hémiplégiques, avec qui on a fait des séances d'escalade. Donc, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont en fauteuil roulant, ou des personnes qui peuvent plus utiliser une partie de leurs membres, et à qui on arrive à faire de l'escalade. Eux, c'est pareil, quand ils arrivent, ils nous prennent pour des fous. Et en fait, on travaille avec des guides qui ont l'habitude de ces publics-là, et au bout de 4-5 séances, les gens arrivent à monter en haut du mur, et pour eux c'est hyper valorisant, parce que même des fois on entend, je me rappelle d'une dame qui m'avait dit moi ma famille ne comprenne pas pourquoi je viens à l'escalade vu mon état, mais en fait elle sait que ça lui fait un bien fou, et que ça lui redonne confiance en elle, et ça la rend heureuse, quoi. Ça c'est vraiment chouette, ouais. Quelles sont les 3 leçons les plus importantes que tu as tirées de tes groupes ou vos groupes ? Déjà, en premier, c'est vraiment cette idée des fois de pas se fixer d'objectifs. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on est toujours surpris par la capacité d'adaptation. Enfin, ce que j'apprends avec les groupes, c'est que des fois, voilà, on s'imagine que ça va être compliqué, que les jeunes au départ ils n'ont pas envie, ils veulent pas, et on va pas y arriver, sauf qu'il y a toujours à un moment donné un petit déclic qui fait qu'ils basculent de l'autre côté, et ils arrivent à prendre ce qu'on peut leur donner, et ça c'est vraiment, je veux dire, c'est cette capacité des fois de changer d'état, c'est ça que ça apporte. Je trouve que c'est intéressant, mais même pour nous, hein, à un moment donné on a un peu des idées reçues. Nous, on a des idées reçues sur les jeunes qu'on va voir, les jeunes ont des idées reçues sur la montagne, et en fait, on arrive à basculer tout le temps à un moment donné pour passer au-dessus de ça. Ça, c'est chouette. Ce que ça m'apporte aussi, c'est que on a toujours des choses à apprendre des autres, et ça, c'est fréquent quand on travaille avec les jeunes migrants notamment, qui ont eu des parcours de vie très compliqués. Et quand on voit que voilà, ce qu'ils peuvent aussi nous apporter, quand ils nous parlent de ce qu'ils ont vécu, etc., ça c'est des choses où des fois ça nous permet de nous rendre compte de la chance qu'on a, nous. Ça c'est avec ces publics-là, c'est assez flagrant. Et pour finir, un troisième point, sur ces projets aussi de la montagne prend ses quartiers, pour revenir sur ce dont je parlais avant. C'est pareil, on a toujours un peu des a priori et des peurs quand on met ce genre de projet en route. On se demande toujours si ça va marcher, puis on est toujours surpris par les gens. On est toujours surpris par en fait, l'envie de découvrir que tout le monde a en soi. Au début, c'est pas flagrant, mais en fait, tout le monde veut découvrir, et ça, c'est important. Ouais. Je pense que c'est quelque chose, que ce soit pour la montagne ou pour la nature en général, le fait de vouloir découvrir et de s'émerveiller, ça commence déjà, ça aide aussi à prendre conscience de ce qui nous entoure, et aussi après plus tard de comment faire attention à ce qui nous entoure et comment protéger. Donc ça c'est hyper important. Ouais. La contribution que vous apportez à ces groupes est-elle durable, ou est-ce que vous savez s'ils développent une passion pour la montagne ? Alors c'est difficile à quantifier ou à imaginer. Une passion pour la montagne, c'est beaucoup. Pour des groupes qui viennent et
qui n'ont jamais connu la montagne et qui découvrent sur une semaine, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui deviennent passionnés de montagne, même s'il y en a sûrement certains. Nous, c'est difficile de savoir sur le long terme ce que ça leur a apporté, en tout cas pour les séjours qui viennent de loin. Pour les séjours sur lesquels je travaille avec les structures sociales du secteur, là on a déjà pu observer que les projets comme la montagne Croix-et-Cartier ou d'autres séjours qu'on fait, un autre séjour qui s'appelle montagne de vacances où on emmène des jeunes d'ici découvrir les montagnes du sud de la France, etc. Là on a pu observer des jeunes qui trouvaient vraiment un intérêt et qui nous redemandaient après derrière des activités de montagne. Donc soit ils remontaient des projets avec les éducateurs, soit on les orientait vers nos clubs d'escalade ou de randonnée, ou soit on montait un nouveau projet. Et après c'est infime, hein. L'objectif pour nous c'est pas que les gens deviennent des passionnés de montagne, c'est qu'à un moment donné la montagne puisse leur apporter quelque chose dans leur parcours de vie. Voilà. Si après ça les passionne, tant mieux, hein. Il y en a sûrement qui voudront peut-être devenir guide ou des choses comme ça, mais voilà, c'est plus l'outil, enfin c'est pas l'outil éducatif parce que ça fait bizarre de dire outil, mais c'est le fait que la montagne elle peut apporter des choses à tout le monde à partir du moment où on sait et qu'on se met à écouter et on va faire attention aux autres. Et c'est pas forcément l'objectif de devenir des montagnards, c'est utiliser, savoir être présent, vivre en montagne, s'en servir et en profiter, quoi. Comment t'imagines toi un accès idéal et égal au sport et aux expériences en montagne? Déjà il y a une question un peu centrale qui est la question des moyens financiers, où aujourd'hui la montagne est quand même un sport qui coûte cher, et certaines activités c'est vraiment réservé un peu à une élite, hein. L'alpinisme ça coûte très cher, le ski ça coûte très cher, donc il y a quelque chose comme ça. Mais après ce qu'il faut aussi imaginer c'est qu'on ne peut plus pratiquer la montagne comme on l'a pratiqué jusqu'à maintenant. Il y a besoin un petit peu de rendre un peu plus modeste les activités de montagne pour qu'elles soient accessibles à tous, mais aussi pour qu'on ait moins d'impact sur la montagne. L'idée, c'est pas qu'il y ait encore plus de gens en montagne, qu'ils fassent encore plus de tourisme et qu'on construise encore plus de remontées mécaniques. L'idée, c'est que rendre la montagne accessible pour tous, c'est pouvoir faire en sorte que les gens puissent y accéder et se rendre compte de l'effet qu'on a dessus aussi, hein. C'est ça qu'il faudrait. On n'a pas pour objectif de former de futurs touristes de la montagne, quoi. Donc c'est un peu difficile, mais voilà, je pense que si déjà on arrive à faire en sorte que les gens aient envie d'y aller, c'est déjà un début. Envie d'y aller, envie d'aller voir, c'est par là que ça commence, parce que l'accessibilité à la montagne, déjà, c'est savoir ce que c'est la montagne. Beaucoup de personnes n'ont pas du tout, même en habitant à côté, s'imaginent pas qu'il y a des choses à voir, ou alors ça leur fait peur. Et du coup, déjà, leur dire que non, regardez, tout n'est pas que chute de pierre et fonte des glaces, il y a aussi des choses à voir à portée de main assez facilement, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, il y a des choses simples à faire. Donc c'est ça, mais toujours en gardant en tête cette idée que la montagne elle est en train de changer et que du coup on doit faire attention à comment on la pratique. C'était un entretien avec Damien Urbain de l'association En passant par la montagne. Des associations comme celle-ci apportent une contribution précieuse à une plus grande inclusion dans les montagnes. Grâce à leur approche durable, ils font du bien aux personnes et à la nature qui nous entoure dans les Alpes. Nous sommes arrivés à la fin de ce dernier épisode du podcast de la CIPRA sur l'inclusion en montagne. Vous trouverez plus d'informations sur ces sujets et les projets Via Alpina Youth sur notre site web. Merci à toute l'équipe d'En passant par la montagne pour l'expérience formidable et l'accueil chaleureux. Je m'appelle Sophie Mahalknecht et je vous remercie pour l'écoute. Passez une belle journée. Au revoir. Le podcast de la CIPRA. Der CIPRA Podcast. Il podcast della CIPRA. CIPRIM Podcast. Des interviews, des entretiens de fond et des voix, issus de tous les pays alpins. Tout cela et bien plus à entendre dans le podcast de la Commission internationale pour la protection des Alpes. cipra.org/podcast.